Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors focus aujourd'hui sur les chiffres alarmants du suicide en Bretagne. En 2015, 850 Bretons ont mis fin à leur jour. C'est 65% de plus que la moyenne nationale. Comment prévenir et accompagner les personnes à risque? Nous en parlerons aujourd'hui avec un spécialiste du sujet, professeur Michel Walter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre au CHRU de Brest et vous testez depuis quelques mois de nouveaux processus d'accompagnement, en particulier avec des SMS. On en parlera dans un instant. Et puis c'est jeudi. Nous sommes donc en compagnie de Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Et vous êtes de retour avec des théories fumeuses. Je suis sur la piste d'un terrible complot. Voilà, là. On a hâte de voir ça. Ce sera en fin d'émission dans l'Instant Web. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 25 février. Le premier échelon du plan rouge a été déclenché ce matin à la piscine du Moustoir, à Lorient. Un dysfonctionnement technique a provoqué la dispersion de chlore gazeux dans l'air du centre aquatique, provoquant maux de tête et vomissements. 62 personnes étaient présentes, dont 37 enfants de moyenne et grande section d'une école de Lorient. Un important dispositif de prise en charge appelé Novi pour nombreuses victimes a été déclenché vers 10h40. 55 sapeurs-pompiers, 8 ambulances mobilisées. Un périmètre de 100 mètres autour de la piscine a été établi. Toutes les personnes présentes sont passées devant les médecins. Certains enfants sont rentrés chez eux pour la journée, mais la plupart sont repartis pour l'école. La demande de lait issu de l'agriculture biologique est en constante évolution. Chaque année, elle augmente de 5 à 10%. Si le marché est porteur et aujourd'hui plus rémunérateur, l'aspect financier ne doit pas être l'argument moteur pour une conversion en bio. À Trévarez, sur le site de la station expérimentale lait certifié agriculture biologique depuis un an, élus et techniciens de la Chambre d'agriculture proposent une session de formation pour bien réussir sa reconversion. Explication avec Christophe Boucher. 200 millions de litres de lait bio produits en l'an 2000, 600 millions aujourd'hui. La consommation de lait issu de l'agriculture biologique augmente en France. Le Finistère compte aujourd'hui plus de 80 producteurs de lait certifiés AB et 75 en cours de conversion. Le marché est porteur et plus rémunérateur que le lait conventionnel, mais une augmentation trop importante et rapide du nombre de producteurs bio pourrait déstabiliser des cours avoisinant les 430 € les 1000 litres de lait. Il peut très bien dans 2 ans avoir trop de lait bio par rapport au marché qui est toujours en augmentation. Mais il peut y avoir un afflux trop conséquent. Donc mettre un peu en péril cet équilibre. Donc il faut espérer que tout le monde va s'engager pour être garant de pouvoir transformer et valoriser ce lait qui arriverait sur le marché dans 2 ans pour que cet équilibre quand même soit gardé, quoi. En période de crise, la certification en bio peut paraître une belle opportunité sur le plan financier. Dans les faits, quelques règles sont à respecter car la conversion en bio est loin d'être une sinécure. Il va falloir adapter ces techniques, trouver un nouvel équilibre fourrager et puis gérer toute cette période de conversion qui est une période clé pendant laquelle on est payé en fait sur les bases des prix conventionnels alors que l'on doit déjà engager toutes les charges, toutes les dépenses avec des intrants payés en agriculture biologique. En bio, le prix du soja est 3 fois plus élevé qu'en conventionnel. L'autonomie fourragère est donc l'objectif. Revers de la médaille, les agriculteurs doivent composer avec des conditions climatiques aléatoires de notre région. Les régimes alimentaires sont souvent un peu moins riches, composés de récoltes, d'ensilage d'herbes, de qualité forcément variables. Et donc on va avoir une productivité des vaches, notamment en hiver, qui sera un peu moins élevée. Il faut s'y préparer à passer de 8000 litres de lait à 5500 litres de lait par vache, ce qui est couramment rencontré dans les exploitations laitières bio bretonnes. Technique, économique mais aussi psychologique, la conversion en bio est un véritable défi qu'il faut anticiper pour sereinement réussir cette nouvelle façon de vivre sa production agricole. Savez-vous comment transitent la plupart des communications des liaisons Internet entre les États-Unis et la France par des câbles sous-marins? Et les premiers ont été posés dès la fin du 19e siècle et sont toujours visibles sur nos côtes. Une équipe de Finistériens cherche à faire connaître cette histoire des télécommunications. Reportage de Julie Sicot. Depuis le milieu du 19e siècle, c'est dans les sables de la côte finistérienne que se trouve l'un des secrets de la communication entre nous et nos cousins d'Amérique. Un secret que connaît bien Jacques. Il scrute le sable à la recherche d'un des premiers câbles télégraphiques posés en 1869. Il reliait la plage du Minou à Duxbury.
aux États-Unis. Autrefois, il fallait, les bateaux les plus rapides mettaient 11 jours. Et là, le fait de poser ce câble, la transmission se faisait en moins d'1 minute. 1000 télégrammes transitaient environ chaque jour via un seul câble. Au fur et à mesure, d'autres liaisons ont été installées, comme celui-ci que l'on trouve plus loin sur la plage, des câbles qui commençaient à relier tous les continents du monde. Je pense que nous avons trouvé un vieux câble de l'administration. Maintenant, à savoir si c'est le câble qui partait à Dakar ou si c'est celui qui partait à Casablanca. Ces câbles, Jacques les connaît bien et sait où les trouver. Dans la crique de Déolène, ils sont pris dans les roches jusqu'à la mer. Une crique surplombée par l'ancien centre de télégraphie sous-marine de l'Atlantique Nord. La station a fermé en 1962. Jacques y a travaillé pendant plusieurs années. On faisait de la surveillance et on intervenait s'il y avait un problème sur le câble. Et lorsqu'il y avait une rupture ou un défaut sur le câble, tout était fait ici. Nous étions tous dans l'obligation de porter des chaussons. Et tout le monde avait une blouse grise, parce qu'il ne fallait pas se tacher lorsqu'on mettait de l'encre dans les siphons qui servaient à enregistrer les signaux. Des câbles au cœur de cuivre et recouverts de gutta-percha, un latex qui isole de l'eau de mer. Ils peuvent être posés parfois à près de 8000 mètres de profondeur, une technologie pionnière et moderne pour l'époque. Ce sont les Anglais qui ont démarré avec un petit peu les Américains. Et entre les premiers travaux pour essayer de faire passer ces câbles et les câbles réels, effectivement, il s'est déroulé plus d'une dizaine d'années avec beaucoup de difficultés. Ça a changé considérablement les choses et en particulier, c'est ce qui a permis le développement des agences de presse. Plus de 260 câbles sont aujourd'hui posés dans les mers du monde. La majorité du trafic Internet transite par ces câbles, dont les ancêtres restent visibles sur nos plages. Et si vous souhaitez contribuer à faire ressurgir cette histoire, sachez qu'un livre est en préparation, mais l'équipe de rédaction a besoin de vos dons. Vous pouvez vous renseigner au 02 98 48 45 88 ou auprès de l'association Locke Maria Patrimoine. Et on termine avec du hockey sur glace et les quarts de finale de la Ligue Magnus. Après leurs 2 défaites à Angers le week-end dernier, les Albatros enchaînaient cette semaine 2 rencontres à domicile. Mardi, les Brestois l'emportaient 4-2 face aux Angevins. Mais ils se sont inclinés ce mercredi sur leur glace, 2-0 malgré une nette domination. Du coup, c'est Angers qui prend le large avec 3 victoires à 1 dans ce quart de finale des playoffs. Les joueurs de Sébastien Oprandi sont désormais dans l'obligation de s'imposer à la patinoire d'Angers samedi prochain. On écoute le gardien brestois suivi de son entraîneur. On est assez déçus de cette défaite. Pas mal d'occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Donc il faudra se remobiliser pour aller chercher un gros match à Angers ce week-end. Déception de perdre le match sur déjà un premier but qu'on prend en supériorité numérique. Dans un match aussi important, ça fout les boules. On a un wagon d'occasion et finir à 0 but à la fin du match, je pense que c'est frustrant, énervant et c'est pour ça tout simplement qu'on a la défaite ce soir. Ça fait 3 matchs qu'on a plus d'occasions qu'eux et on en perd 2 des 3. Je pense que ça va pas durer comme ça non plus toute la série et j'ose croire qu'on est capable d'aller gagner à Angers. Voilà. Des propos recueillis par Ludovic Jean. Allez, tout de suite, place à un sujet moins léger mais qui touche dramatiquement la Bretagne. On parle de suicide avec notre invité. Professeur Michel Walter, vous êtes donc psychiatre au CHRU de Brest, vous exercez entre autres à l'hôpital de Board. Tout d'abord, concernant les chiffres bretons du suicide, 65% supérieur à la moyenne nationale, comment on peut l'expliquer ? La simplicité de la question masque en fait une grande complexité de la réponse parce que par essence, le phénomène suicidaire, que ce soit le décès par suicide ou la tentative de suicide, sont des phénomènes plurifactoriels qu'on ne peut pas expliquer donc par un seul facteur, mais par une pluralité, une association de facteurs. Et la Bretagne est pourtant touchée 65% plus que le... Alors, ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que cette surreprésentation du suicide en Bretagne est historiquement datée. C'est-à-dire que c'est depuis les années 1950 qu'il y a une surmortalité en Bretagne. Après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale.
Alors que à la fin des années 1800, vers 1870, 1880, les taux de décès par suicide en Bretagne étaient de 60% inférieurs aux taux nationaux. Oui. Et là, on est à 60% supérieur. Il y a une véritable inversion. Et le franchissement de la moyenne métropolitaine se situe autour des années 50, 1950. Et ça ne permet pas de trouver un élément. Il y a pas encore une fois, il y a différentes hypothèses qui ne sont que des hypothèses dont aucune n'est validée. Certains chercheurs ont parlé du traumatisme de la Grande Guerre, et c'est vrai que la Bretagne a payé un plus lourd tribut en termes de décès de sa population, et en particulier de sa population masculine lors de la guerre de 14-18. D'autres ont parlé du matriarcat breton et de la matrilocalité. D'autres ont parlé de phénomènes d'acculturation comme la perte du sentiment religieux, la perte de la langue bretonne ou la perte des repères ruraux. D'autres ont parlé d'une surreprésentation en Bretagne de conduites addictives et de psychopathologies, de dépression par exemple, ce qui n'est pas tout à fait avéré. Il n'y a pas plus de dépression en Bretagne que dans d'autres régions françaises. Il y a plus de conduites addictives, mais pas plus de pathologies dépressives. Donc vous voyez, il y a une multiplicité de pistes, mais aucune, à elle seule, ne permet de comprendre cette surreprésentation du suicide en Bretagne. Aujourd'hui, pour parler prévention, quelle prévention est possible? Comment on repère la souffrance psychique des comportements suicidaires, professeur Walter? Elle se repère généralement sur des éléments qui font parler pour les cliniciens, qu'ils soient médecins généralistes de première ligne, qu'ils soient intervenants sociaux, parce que les professionnels du social ont toute leur place dans le repérage et dans la prévention du suicide, ou qu'ils soient plus spécialisés comme les psychiatres. C'est un réseau avec lequel vous travaillez d'associations? Oui, bien sûr. Hein, là aussi, la prévention, comme la causalité est plurielle, la prévention doit l'être aussi plurielle, associant différents acteurs, dont les professionnels de santé, mais aussi les professionnels du travail social. Et donc les signes les plus avant-coureurs sont quand même généralement des signes qui ont quelque chose à voir avec la dépression. Donc ce sont des difficultés de sommeil, des difficultés d'appétit, une tristesse, des troubles du caractère, des idées négatives sur soi, sur les autres, sur l'avenir, des idées de suicide. Mais c'est une assez grande difficulté, et ce n'est pas aussi facile que ça d'interroger une personne sur l'existence ou non d'idées de suicide dans sa tête. C'est pour ça qu'on met on porte beaucoup d'énergie et on met une grande attention à la formation des intervenants de première ligne pour essayer de leur apprendre à repérer cette souffrance suicidaire. À l'hôpital de Beauharts, à côté de Brest, plusieurs centaines de personnes sont hospitalisées chaque année parce qu'ils ont fait une tentative de suicide. C'est à ce moment-là que vous les prenez en charge. Comment ça se passe justement cette prise en charge? C'est toute une équipe? Oui, c'est toute une équipe, mais ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la moitié des personnes qui font une tentative de suicide ne sont pas hospitalisées en psychiatrie, ni en psychiatrie publique, ni en psychiatrie privée. Pourquoi? Parce qu'elles ne le nécessitent pas. Seule la moitié nécessite une hospitalisation et l'autre moitié nécessite, et ça ce sont des chiffres nationaux, c'est pas propre à la Bretagne, et l'autre moitié nécessite une prise en charge, et une prise en charge de proximité très rapprochée par le réseau qui est constitué encore une fois de professionnels de santé, médecins généralistes, psychologues, psychiatres et de professionnels du milieu social. Donc, prise en charge, ça veut dire qu'il y a une période d'hospitalisation à l'hôpital, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand les personnes retournent dans la nature, entre guillemets, chez elles, comment se met en place le suivi? Une des idées fortes, c'est que les personnes ne retournent pas dans la nature, c'est-à-dire ne soient pas coupées de tout lien. Parce que ce qu'on a aussi appris, mais c'est presque vieux comme le monde, puisque c'est depuis Durkheim, les écrits de Durkheim à la fin du 19e siècle, en 1897, c'est que tout ce qui met à mal le lien social, tout ce qui coupe le lien est suicidogène, favorise le suicide. Donc justement, l'idée, c'est que quand la personne, après la crise aiguë, qui peut être par exemple la crise suicidaire aiguë, qui peut être symptomatique d'une dépression aiguë, qui nécessite, selon certains critères, dans la majorité des cas, quand la dépression est sévère, une hospitalisation, après l'hospitalisation pour dépression, il s'agit justement que la personne retrouve du lien social dans son environnement et puisse continuer à être suivie à la fois d'un point de vue psychologique, psychiatrique et éventuellement social si
il en ait besoin. L'envoi de courrier, l'envoi de courrier, de l'appel téléphonique, des SMS mis en place, tout ça, c'est du suivi du lien social. Alors c'est du lien social, oui. Ça repose sur une notion qui est toute simple, mais en même temps qui est très aidante, qui est la notion de souci de l'autre. Témoigner de son souci pour la personne en difficulté fonctionne comme un filet protecteur. Et on peut témoigner de son souci en passant un coup de fil, en envoyant un SMS, en donnant aussi une carte ressources avec un numéro d'urgence à appeler 24 heures sur 24. Ça, vous avez vu que ça a porté ses fruits vraiment dans les chiffres. Déjà, est-ce que tous les patients sont d'accord pour rentrer dans ce processus-là ? Alors, ce ne sont pour l'instant que des expérimentations qui sont en train de se généraliser puisque 5 régions sont engagées dans un programme qui s'appelle Vigilance. Et donc c'est la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, enfin par ordre chronologique, le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, Midi-Pyrénées, la Normandie réunifiée et puis la Martinique, qui vise à mettre en place justement un système de rappel, ce qu'on appelle un dispositif de veille. Veiller sur la personne qui a fait une tentative de suicide en l'appelant au téléphone une dizaine de jours ou une quinzaine de jours après sa sortie de la structure hospitalière ou après la sortie des urgences, puisqu'encore une fois, une personne sur 2 qui a fait une tentative de suicide sort des urgences 48 heures après son entrée, mais moyennant justement la mise en place d'un suivi de proximité. Mais ces tendances suicidaires sont des tendances qui se soignent et jusqu'à disparaître ou qui se diluent et restent toujours tapis quelque part. Alors ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que la plupart des tendances suicidaires ou la plupart des idées de suicide sont le symptôme d'autre chose. Et généralement, dans 60% des cas, d'une dépression. Donc les tendances suicidaires disparaissent quand la dépression est guérie. Voilà. Ce qui n'empêche pas que avoir fait une tentative de suicide ou avoir des idées de suicide est un facteur de risque de refaire une tentative de suicide ou de subir une nouvelle crise suicidaire. D'où l'idée de ce suivi qui doit se poursuivre un certain temps. Juste une dernière question, professeur Walter, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on parle beaucoup du suicide chez les agriculteurs en ce moment, et pourtant dans les chiffres, ce n'est pas du tout la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le suicide. Quelle est la catégorie socio-professionnelle la plus touchée ? C'est justement plutôt le personnel médical. Oh, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est vrai que certaines catégories de médecins paient un plus lourd tribut, mais à ma connaissance, ce sont quand même les catégories socio-professionnelles les plus en difficulté, comme les employés, les ouvriers et les agriculteurs, qui sont les plus touchés par les décès par suicide. Dans les chiffres sortis par l'Observatoire du suicide étaient... Voilà, oui, mais après, si vous regardez si vous regardez proportionnellement peut-être, mais si vous regardez quantitativement en nombre absolu, ce sont toujours les catégories socio-professionnelles qu'on dit défavorisées qui sont les plus touchées par le suicide. Merci beaucoup en tous les cas, professeur Walter, pour toutes ces informations. Tout de suite, on retrouve notre chroniqueur Sébastien Chambre qui, dans un tout autre contexte, nous explique comment accorder son instrument. C'est la brève de chambre. Salut! En Bretagne, on aime beaucoup faire de la musique. Mais pour que ce soit agréable, il faut que les instruments soient accordés. Savez-vous accorder votre instrument de musique? C'est la question à laquelle vont nous répondre aujourd'hui Jessica et Kevin, qui sont accordeurs d'instruments de musique. Comment est-ce qu'on fait pour accorder une guitare? La guitare est accordée dans l'ordre suivant. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. On va d'abord accorder la corde de La, qui est la même tonalité qu'on a dans le téléphone. La. Jessica a maintenant accordé la corde de La, qui va nous permettre d'accorder toutes les autres cordes. On prend la 5e case dans toutes les cordes, sauf au Very, il y a une exception, et on essaye que les 2 cordes que l'on frotte aient la même note. Donc c'est trop aigu. C'était trop grave. Et on fait pareil pour tout. C'est un peu trop aigu. Simplement, je descends. Ouais. Voilà. Et jusqu'ici. Là bon. On fait l'autre case. Là, il faut aller à la case 4. C'est un petit un peu. Et là, c'est un peu trop aigu. Voilà. On va prendre l'accord de Mi. De toute façon, pour vérifier, c'est simple. Vous prenez un piano, si vous avez la chance d'avoir un piano, et puis Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do vous donneront la note.
Une fois que votre instrument est correctement accordé, n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, et il est temps de retrouver Benjamin Briand, journaliste au Télégramme et toujours curieux de ce qui se passe sur Internet. C'est l'Instant Web. Benjamin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de complot ? Et ben voilà, je vous apprendrai pas que le web et les réseaux sociaux en particulier sont le règne de l'info non sourcée, non vérifiée, non rien du tout, et qu'il vaut mieux pour éviter de lire n'importe quoi, s'en remettre à des sites clairement authentifiés seulement. Voilà, tout le monde ne suit pas ce genre de conseils bien sûr, et c'est ce que vient de démontrer le site Spicy, qui a réalisé un documentaire entier basé sur des informations bidons. Ils ont monté un faux profil Facebook, un faux compte Twitter, et après les avoir en quelque sorte authentifiés, en nouant des liens avec ce qu'on appellera la complosphère, à tous ces gens qui sont passionnés de complot, ils ont balancé sur YouTube, via ces comptes, une vidéo, tout ce qu'il y a de plus aguicheuse. Alors pour résumer, c'est la CIA qui a inventé le sida pour affaiblir Cuba, et c'est parce que les Cubains ont trouvé un vaccin au sida que les États-Unis ont levé leur blocus. Ça va très loin. Ouais, il manque que le lobby juif et les Illuminati, et on a le pack complot, toutes options. Mais là, paf, la vidéo est partie comme une traînée de poudre, vue, commentée, partagée des milliers de fois, sans la moindre prise de recul naturellement. Elle a fait son chemin chez les complotistes, qui pour le coup d'ailleurs avaient vraiment raison de se méfier. La vérité était effectivement ailleurs. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que la démonstration d'une part était super intéressante, je vous la conseille, elle est sur le site spicy.com, c'est payant mais ça vaut le coup. Ensuite, parce que l'auteur la propose aux établissements scolaires, donc s'il y a des enseignants qui nous regardent, je leur dis, ça vaut tous les cours sur les dangers des réseaux sociaux, et puis parce que la théorie des complots, bien sûr, on en a tous les jours, et que nous, journalistes, on est des membres éminents de ce complot. On arrive à être à la fois d'infâmes gauchistes et de serviles défenseurs du grand capital. Nous sommes d'immondes jacobins, mais aussi de vils régionalistes. Et bien plus encore, il y a même 2-3 crétins qui expliquaient il y a peu sur Facebook que la rédaction du Télégramme, et c'est authentique, était un nid d'islamistes radicaux, rien que ça. On parle du temps pourri, c'est la preuve qu'on en veut à la Bretagne. On parle du beau temps, c'est la preuve que le comité de tourisme nous paye en séjour thalasso, champagne aux truffes. On parle de la crise de l'agriculture traditionnelle, c'est le lobby bio qui nous rémunère en tofu sans gluten de contrebande. On parle de santé, c'est parce qu'on joue au golf tous les week-ends avec les médecins, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Alors voilà, comment faire pour lutter contre ça ? J'en parlais ce matin lors de ma prise d'ordre quotidienne avec Fanch. Oui, Fanch, il est président de la République, mais je l'appelle Fanch, c'est pour être plus discret. Je lui demandais si lui, qui est en contact quotidien avec la CIA, le KGB, le Mossad, Daesh et qui on voudra, il n'aurait pas un truc pour faire remonter notre code de confiance. Et bien là, c'est le drame, même lui, il n'avait pas. Parce que si les journalistes sont au top 5 des professions les moins aimées des Français, avec seulement 40% d'opinions favorables, ce qui est peu, il faut bien avouer, il y en a qui font pire, les footballeurs, les agents d'assurance, les publicitaires et bien sûr, dernier des derniers, les politiques bien sûr. Si on veut changer ça, je crois qu'il va falloir sévèrement comploter. Merci beaucoup pour cette histoire de complot, Benjamin Briand. Et puis on vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup, professeur Walter, d'avoir été sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.